Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. À la une de l'actualité, ce soir, Touba qui enregistre son 3e décès dû aux inondations. La victime aurait perdu la vie par électrocution alors qu'il tentait de pomper les eaux pluviales. Le khalife général des Mourides qui vole au secours des familles sinistrées, Serigne Mountakha Mbacké, a dégagé une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour les soulager. Vous entendrez dans cette édition son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Depuis, le Centre national de transfusion sanguine a lancé un cri d'alarme sur les réseaux sociaux pour appeler au don de sang en urgence. Les réserves de sang sont faibles et la situation est plus qu'alarmante. Le CNTS appelle au don à partir de ce mardi et pour le moment, l'affluence est faible et le centre a de plus en plus besoin de poches. Le nouveau régime veut relancer définitivement l'industrie textile à Louga. Le ministre de l'Industrie annonce la création d'une zone économique spéciale dans la région et plusieurs milliards pour relancer la plateforme industrielle du textile de Louga, selon Serigne Gueye Diop. Cela entre dans le cadre d'un programme dont l'objectif est de créer 3 millions d'emplois dans tout le pays. Vous l'entendrez. Je vous le disais tout de suite, le khalife général des Mourides apporte son soutien financier aux populations sinistrées. Serigne Mountakha Mbacké a dégagé une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour les soulager. L'annonce a été faite cet après-midi par son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, que je vous propose d'écouter. Le khalife apporte sa compassion auprès de tous les habitants de Touba qui ont vécu ces inondations. Il est conscient des difficultés qu'il rencontre actuellement avec ces fortes pluies. Et pour sortir de cette situation, il n'attend la main de personne. Il a décidé de décaisser 200 millions de francs CFA pour venir à bout de cette situation et aider les populations de Touba. Ça, ce n'est que le début, puisqu'il devait décaisser les 500 millions, mais pour le moment, c'est 200 millions destinés aux sinistrés de Touba. C'est un premier pas que le khalife a décidé de faire dans cette situation difficile que les habitants de Touba vivent actuellement. Tout cet argent est pour le moment confié aux différentes organisations et des daïras à Touba qui luttent pour soulager les populations. Et puis le docteur Chergué, lui, demande à l'État du Sénégal de déclencher le plan Orsec, le plan national d'organisation des secours à Touba. Le géographe déplore également le retard constaté dans la prise en charge des questions d'assainissement dans la ville sainte de Touba et ses environs. Écoutons-le. Les inondations à Touba sont très graves, sans doute parce que nous avons eu une pluie exceptionnelle de 140 mm. qui correspond à ce que nous appelons une exception pluviométrique. Mais c'est également dû à une mauvaise préparation de la ville depuis une vingtaine d'années par rapport aux questions d'inondation. Touba a beaucoup cru du point de vue démographique et est devenu même la première agglomération du pays du point de vue administratif. Et donc, il aurait fallu que depuis 20 ans, on ait une grande mobilisation pour corriger tous les retards en termes d'assainissement. C'est ce qui n'a pas été fait. Et donc, la pluie d'hier n'a fait que révéler ce retard accumulé dans la prise en charge des questions d'assainissement. Mais des solutions existent. Il faut d'abord prendre le temps de construire un vrai plan directeur d'assainissement qui prend en compte la ville intramuros, mais aussi tous ses environs, pour également prévenir les prochaines inondations qui peuvent avoir lieu dans 10, 15, 20 ans. Donc il faut avoir une vision à long terme, mais dans un premier temps, déclencher un processus de secours avec un plan Orsec qui peut avoir comme effet bénéfique d'avoir une démarche multiforme de l'État du point de vue de l'assainissement, mais aussi du point de vue sécuritaire, du point de vue de l'appui et de la solidarité, du point de vue de la santé. Tout ça est nécessaire aujourd'hui pour sortir Touba de la situation actuelle.
Je l'annonçais tout de suite, le Centre national de transfusion sanguine a lancé un cri d'alarme sur les réseaux sociaux pour appeler aux dons de sang en urgence. Selon l'organisme, les réserves de sang sont faibles et la situation est plus qu'alarmante. Le CNTS appelle aux dons de sang à partir de ce mardi et l'affluence est pour le moment faible et le centre a de plus en plus besoin de poches. Des jeunes conscients de l'importance de ce geste ont répondu à l'appel et des personnes plus âgées trouvées sur place incitent les autres à les rejoindre. Aïssatou Ka. Sur internet après c'est dans les réseaux sociaux que Ndeye Marie Coulibaly a su que les stocks de sang manquaient au Centre national de prélèvement sanguin. Paradra bien collé sur le bras, elle rentre avec la fierté d'avoir donné de son sang. En fait, ce qui m'a motivée, c'est qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes à avoir du sang, ils n'y arrivent pas. C'est ce qui m'a motivée, c'est juste ça. Son amie qui se trouvait autrefois dans le besoin l'a motivée et depuis, elle en fait un sacerdoce. J'avais un ami qui avait une fois besoin de sang. Depuis lors, quand j'entends que quelqu'un en a besoin, je pars donner mon sang quand je peux. Venue tôt le matin, cette sexagénaire sous le couvert de l'anonymat rebrousse chemin. Énervée, elle déplore le comportement des médecins et appelle la jeunesse à se mobiliser. J'ai 63 ans. Limite d'âge de 60 ans. Je suis venue ici depuis ce matin, mais ils disent que j'ai dépassé l'âge pour faire une transfusion sanguine. Mais ce n'est pas normal, ils sont en urgence. Puisque je me suis portée volontaire, ils devraient me laisser partager mon sang. Et puis la jeunesse n'est même pas venue, ce qui n'est pas normal, ils devraient venir. Parce que le Centre national de transfusion sanguine a lancé lundi un appel d'urgence aux dons de sang. Les donneurs se pointent petit à petit, mais avec beaucoup de difficultés. Et d'après un des responsables du centre, la situation se décompte timidement. Ils espèrent plus d'affluence les autres jours à travers des communications qu'ils comptent mener dans les supports médias. Écoutons Dr Serigne Mourtala Gueye. Il n'y a pas une grande affluence. On a eu juste autour de 60 poches, le quart de ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans la journée. Aujourd'hui, l'affluence quand même a augmenté. On espère que ça va davantage augmenter. Oui, d'habitude, nous avons des stratégies. Déjà, on a des plans de communication, comme des plateformes digitales que nous utilisons. On travaille avec plus de 500 associations et souvent on les interpelle. On travaille aussi avec des entreprises. Vous savez, il y a beaucoup de médias qui se sont approchés, qui nous aident aussi à la communication. Et nous pensons qu'avec cette réaction, on pourra dépasser très prochainement ces situations. Il y a une loi qui encadre la transfusion au Sénégal et partout dans le monde. Et dans cette loi, il y a 3 principes qui sont essentiels à rappeler. C'est le volontariat, c'est le bénévolat et c'est l'anonymat. Pas de rémunération, sinon certaines séquelles vont se vider de leur sang au prix de leur santé. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement veut définitivement relancer l'industrie textile à Louga. Le ministre de l'Industrie, qui était en visite dans la région, annonce la création d'une zone économique spéciale dans la région. Plusieurs milliards de francs CFA seront également injectés pour relancer la plateforme industrielle du textile de Louga. Serigne Gueye Diop rappelle que cette initiative entre dans le cadre d'un programme dont l'objectif est de créer 3 millions d'emplois à travers le pays. Écoutons le ministre de l'Industrie et du Commerce. Mettre plusieurs dizaines de milliards ici à Louga pour faire cette usine le fleuron de l'industrie. Notre objectif, mesdames et messieurs, est de créer la zone économique spéciale de Louga. Comme vous le savez, la politique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son premier ministre, Ousmane Sonko, c'est de créer 45 zones industrielles et agropoles sur l'ensemble du territoire. À travers d'abord la phase 1, qui est la phase des 8 pôles de développement économique et social. Le Sénégal a découvert beaucoup, justement, de ressources naturelles. Nous sommes l'un des rares pays à avoir de phosphate. Beaucoup plus de phosphate que vous le pensez. La région de Matam, on vient de le voir, a beaucoup plus de phosphate que la région de Mboro.
Donc le Sénégal va pouvoir produire maintenant 1 million de tonnes d'engrais, ensuite 2 millions de tonnes, et nous pensons que la capacité peut aller jusqu'à 5 millions de tonnes d'engrais. Cela veut dire que nous pourrons avoir les ressources financières pour pouvoir investir dans l'industrie, investir dans l'éducation, investir dans d'autres secteurs. Mais il n'y a pas que cela. Le Sénégal aussi du pétrole. Le pétrole du Sénégal nous permet de maîtriser les questions énergétiques, de fabriquer notre propre kérosène, de fabriquer notre propre... Donc on va faire des industries industrialisantes. Ça, c'est aussi l'un des grands objectifs de notre ministère. Docteur Serid Diop, dans le ministère qu'il dirige, a organisé ce matin un atelier de restitution de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce au Comité national des négociations commerciales internationales. L'objectif était de faire l'évaluation des résultats obtenus et de partager les recommandations pour la mise en œuvre des mesures prises à la 13e conférence ministérielle de l'OMC. Explication Elisabeth Grastina. La conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'organe suprême des décisions de l'OMC, se réunit tous les 2 ans. Au sortir de la dernière rencontre CM13, le directeur du commerce extérieur revient sur les résultats. Nous pouvons parler en tout cas des questions concernant notamment les subventions à la pêche, donc, qui ont été négociées, donc, dont les négociations ont commencé depuis 2001. Il y a eu un accord, bien sûr, en 2022 à Genève. Et lors de cette conférence, les membres n'ont pas pu progresser parce que ce qui était attendu, c'est de poursuivre les discussions sur les subventions à la pêche pour compléter l'accord. Nous avons aussi des questions donc, sur l'agriculture où il y a toujours donc, des négociations donc, qui sont bloquées par les membres parce qu'en réalité, les réformes sur les subventions agricoles sont des questions très sensibles pour les États, donc, qui apportent des soutiens très importants donc, pour ce secteur. Le ministère de l'Industrie et du Commerce au Sénégal a pris en compte des recommandations pour la mise en œuvre des accords signés à la CM13. Ce qui concerne notre pays, c'est surtout l'accompagnement donc, nécessaire pour pouvoir bénéficier donc, de ces accords-là. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre donc, de ces accords, je prends l'exemple de l'accord sur les subventions à la pêche, étant donné que c'est un secteur très important. Il y a un mécanisme d'accompagnement pour faciliter la mise en œuvre, mécanisme donc, constitué notamment d'un fonds pour soutenir le secteur donc, de la pêche. Mais ça, c'est surtout pour les pays qui ont ratifié l'accord. Le Sénégal l'a ratifié depuis le 29 décembre. Ansoussou Babarji a annoncé que le Sénégal, qui était depuis 2001 au rang des PME, est en voie de reclassement pour sortir de cette catégorie. Nous avons cependant, en tout cas, nous pouvons peut-être être satisfaits donc, des résultats qui sont obtenus pour ce qui concerne, par exemple, la sortie de la catégorie des paiements. Donc, comme vous le savez, le Sénégal est un paiement donc, qui est en voie de reclassement, donc de sortie de cette catégorie. Et cet accord-là, cette décision-là est très importante parce qu'elle donne accorde une certaine flexibilité pour ces paiements-là pour qu'ils puissent continuer à bénéficier donc, des avantages qu'ils disposaient en tant que paiement 3 ans après leur sortie. Donc, c'est des mesures d'accompagnement en faveur d'une transition sans heurts donc, pour les pays les moins avancés. La 13e conférence ministérielle CM13 de l'Organisation mondiale du commerce s'est tenue du 26 février au 2 mars 2024 à Abu Dhabi. Et c'était au tour du Sénégal de faire le point ce mercredi pour discuter des résultats et mettre en place des mesures en vue de matérialiser les recommandations. Et puis le directeur général de la SAED, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, était en visite à Matam où il a rencontré les cultivateurs qui s'activent dans les périmètres maraîchers des villages de Kobulo et Nabadji. Alassane Ba a pris des engagements pour améliorer les conditions de travail de ces cultivateurs. Détail avec notre correspondant à Matam, Amadou Oumar Diallo.
Un mois après sa prise de fonction, le nouveau directeur général de la SAED a effectué une visite symbolique dans les périmètres irrigués villageois de Nabadji et de Kobilo. C'est pour s'enquérir de la situation des cultivateurs. Une visite guidée qui rassure les cultivateurs. Et donc, à tout cela, l'État a décidé de mettre en place un programme de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire qui vont permettre de régler toutes ces difficultés. Évidemment, la question de l'irrigation pose en filigrane la question des moutons. Et il y a un programme spécial que le ministre de l'Agriculture est en train d'échafauder et qui va permettre de résorber le gap de moutons, mais également de permettre à tous ces producteurs qui sont en difficulté avec la LBA de renouer avec le crédit. Ces problèmes ont été identifiés et nous sommes en train de les régler. Les engagements pris par le directeur général de la SAED n'ont pas empêché les paysans de lister leurs vieilles doléances. La région a besoin de plus de 400 motopompes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a un déficit de superficie emblavée dans la région de Matam. Le problème de la région, c'est le matériel agricole, particulièrement les moissonneuses batteuses. Les moissonneuses batteuses, parce que nous avons envie alors de faire la contre-saison. Donc il nous faut du matériel agricole. Et des tracteurs. Ces tracteurs aussi qui existent sont déjà en panne. En dehors du périmètre irrigué de Kobilo, déjà solarisé, les cultivateurs ont plaidé pour la solarisation de tous les périmètres de la région pour lutter contre la cherté des factures d'électricité. Et dans le cadre de la célébration de ses 50 ans d'existence, l'Union du clergé sénégalais était en conclave à Thiès. Évêques et prêtres ont échangé sur la vie de l'Église et des questions qui interpellent la société. La rencontre a réuni des hommes d'Église venus des 14 régions du Sénégal. Les détails avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. De la 46e Assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais, une rencontre d'espoir où des engagements ont été formulés. Abbé Alouz Sen, président de l'Union du clergé sénégalais. Le premier engagement est la qualité. C'est notre chemin d'excellence. Deuxième engagement, c'est l'ancrage. Troisième engagement, l'ouverture. Quatrième engagement, la continuité. Cinquième, la présence. À côté des engagements, une introspection, dira l'évêque de Kaolack. Il me semble important de revisiter la figure dont nous voulons témoigner, celle du Christ bon pasteur au milieu de son peuple. Venu prendre part à l'Assemblée générale, le maire de Thiès a puisé dans la Bible pour saluer le rôle des prêtres dans la marche de notre société. Devant ces hommes qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu, j'éprouve aussi beaucoup d'émotions devant ces gens-là parce qu'ils ont décidé de remplir leur vie comme un sacerdoce. Et ces hommes nous inspirent, doivent nous inspirer en tant qu'hommes politiques. Nous devons, nous aussi, vivre notre mission comme un sacerdoce. Entre autres sujets abordés pour ces 50 ans de l'UCS, l'immigration irrégulière qui est en train de décimer la jeunesse sénégalaise, l'Union souhaite des mesures drastiques pour endiguer le drame. Et puis l'association des personnes vivantes avec un handicap de la banlieue a organisé une journée de sensibilisation pour promouvoir l'inclusion sociale à travers le sport. L'initiative met en lumière les défis et les besoins en matière d'équipement adapté et sensibilise également les familles à l'importance du sport pour les personnes en situation de handicap. Mamadou Lamine Fati et Cheikh Magatmey pour les détails. L'égalité, le développement et l'inclusion à travers le sport. Telle est l'ambition de l'association des personnes vivant avec un handicap de la banlieue, qui a organisé une journée dédiée à l'insertion sportive. Depuis le mois de décembre, commencé des activités de sport comme le football, le handball, le basket, avec des enfants, avec aussi des sourds-muets, des handicapés, en partenariat avec l'association des personnes porteurs de handicap à Guédiawaye. Le but recherché aujourd'hui, c'est la mobilisation
Donc, puisqu'on parle d'équité, on voudrait aujourd'hui, puisque tous les enfants de Guédiawaye ne sont pas enrôlés dans ce projet, donner la chance aux autres qui ne sont pas du projet de pouvoir participer et de pouvoir quand même montrer leur talent. Développer des projets sportifs pour les personnes handicapées n'est pas une chose facile, surtout en raison du manque d'équipements adaptés. Leur outil, pour exemple, quand tu fais basket sur fauteuil, ça coûte énormément cher. Donc c'est un problème d'abord pour les handi-basket d'avoir des fauteuils roulants. Donc il y a aussi le problème adéquat par rapport aux appareils auditifs pour les surmiers, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux Pour assurer la pérennité des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap, les organisateurs appellent à un soutien accru, notamment à travers un accompagnement institutionnel et financier. Ils sensibilisent également les parents d'enfants handicapés à encourager et soutenir leurs pratiques sportives. Et dans l'actualité internationale, la CEDEAO a fait aujourd'hui part de son engagement à soutenir toute initiative favorable à la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Son engagement réitéré au lendemain des attaques menées contre des installations militaires à Bamako, dont une école de gendarmerie et une base militaire de la capitale malienne. Les affrontements ont engendré des décès et des blessés dont le nombre n'a pas encore été rendu public. L'organisation régionale qualifie ces attaques de terroristes et réaffirme sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations dans la région ouest africaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.